Et voilà, je pense que c'est déjà lancé. Alors, bonjour, Bonjour à tout le bonjour à tout le monde. monde. Bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus. Et déjà, bon, nous avons avec nous, Je vous comme vous entends savez, pas parce que allô, Oui, parce que là, on entend Hans. on entend Hans. Ouais, je vais couper le micro, désolé. Bonjour tout le monde, c'est Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Rachel, bienvenue. Merci. Ok, alors, bienvenue à tout le monde. Il y a j'essaie de faire du multitasking ici parce que j'essaie de parler en même temps. J'admets des autres personnes dans la salle d'attente, qu'il y a pas mal de personnes qui arrivent. Mais bon, Bonjour, bonjour Ismaïl, bonjour le bien. docteur Véronique. Alors, soyez les bonjour. bienvenus, tout le monde. Nous avons déjà parlé du monde. Nous avons avec nous, comme vous savez, le docteur Véronique Trénard qui nous va parler d'un thème, comme d'habitude, toujours super intéressant, dans ce cas, la maladie neurodégénérative. Et bon, nous sommes déjà en enregistrement, alors il ne faut pas perdre du temps non plus. J'arrête mon partage et je passe la parole au docteur Véronique Trénard. Alors, bonsoir à tous. Donc, normalement, vous êtes censé voir mon écran. Je vais juste le mettre en grand. Est-ce que vous voyez bien déjà? Oui, oui, c'est bon. Oh, ok, super. Donc, ce soir, on va parler effectivement de maladies neurodégénératives. Donc, l'idée, c'est déjà de comprendre les chiffres clés, pourquoi on en parle aujourd'hui. La définition, c'est-à-dire de comprendre, alors je vais aborder surtout pas toutes les maladies neurodégénératives, hein, parce qu'on n'a pas toute la soirée, mais au moins les deux principales. Donc, maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson. Donc, on va essayer de comprendre déjà un peu la physiopathologie pour voilà, comprendre aussi comment s'expliquent certains symptômes, etc., les facteurs de risque, comme on fait un peu d'habitude pour d'autres pathologies. Et après, on verra les données qu'on a d'efficacité sur quand on mobilise des cellules souches. Dans les deux pathologies, est-ce qu'on a voilà, des bénéfices? Et après, on verra aussi, du coup, l'intérêt de mobiliser ces souches pour ces deux pathologies. Et est-ce qu'il y a aussi d'autres solutions nutritionnelles comme plasma flow et C-active? Et on verra pourquoi, justement, ça peut être intéressant pour ces maladies neurodégénératives. Donc, déjà, on va commencer par les chiffres de la maladie de Parkinson. Donc, en fait, c'est une pathologie. Donc, en prévalence, c'est la deuxième après Alzheimer. Mais ce qui est important de voir, en fait, c'est la croissance très, très importante. C'est-à-dire que là, on a environ 1,1 million de personnes qui vivent avec la maladie de Parkinson aux États-Unis, environ 10 millions dans le monde. 1,2 million d'ici 2030. En fait, ce qu'on voit sur le graphique, c'est que ça augmente de manière vraiment exponentielle. Puisqu'en fait, en 2015, on est à 6 millions et en 2040, on sera à 12, 13 millions pratiquement. Donc, et voilà. Et ils estiment entre 20 à 20 millions d'ici 2050. Donc, on voit quand même que, en fait, les chiffres de la maladie Parkinson explosent. Et donc, c'est vraiment la maladie neurodégénérative qui a la croissance la plus rapide. Les hommes ont 1,5 fois plus de risques que les femmes. Et du coup, en général, la pathologie, l'âge, on va dire, débute entre 50 et 65, on diagnostique. Voilà, donc c'était pour dire aussi que, en général, quand on diagnostique, euh, on a déjà une dégénérescence très prononcée, parce qu'en fait, on a déjà 50 à 70% des neurones dopaminergiques qui ont déjà disparu. Donc, d'où l'importance, en fait, de la prévention et de voir effectivement s'il n'y a pas des solutions nutritionnelles qui pourront aider à diminuer ce risque. Donc, qu'est-ce que c'est cette maladie de Parkinson? Pourquoi on en parle autant? Donc, en fait, c'est une dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques. Donc, il faut voir que la dopamine est un neurotransmetteur qui est impliqué dans énormément de fonctions très importantes, dont le mouvement, la cognition, la motivation, tout ce qui est humeur, etc. Donc, en fait, d'où le fait que moins on va avoir de neurones dopaminergiques, plus on va avoir des symptômes moteurs qu'on va voir après. Donc, il y a trois phénomènes qui se passent en même temps. Le premier, c'est l'accumulation
d'amas protéiques, donc c'est de la phase C-nucléine, qu'on appelle les corps de Lewis, mais peu importe, hein, c'est pour dire qu'il y a une agrégation de protéines d'alpha-synucléine et qui va justement provoquer cette dégénérescence des neurones. On a une activité anormale des mitochondries, donc c'est les fameuses sources de l'énergie cellulaire, hein, c'est les centrales énergétiques des cellules. On a une inflammation, une neuroinflammation donc au niveau des neurones, et c'est associé à l'accumulation donc, de plusieurs cellules immunitaires qui vont produire des agents de l'inflammation. Et ce qui est particulier, c'est qu'en fait, les neurones dopaminergiques qui disparaissent, donc cette neurodégénérescence, c'est surtout au niveau de la substance noire, qu'on appelle région nigrostriatale. Et c'est en fait cette région spécifique qui est en charge de la coordination des mouvements. Et donc, plus ils vont dégénérer, plus on va avoir ces symptômes moteurs. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, il y a aussi, au fur et à mesure que la maladie évolue, des populations neuronales, en fait, il y a d'autres neurotransmetteurs qui vont être touchés, comme la sérotonine, l'acétylcholine et la noradrénaline, ce qui va expliquer, en fait, du coup, d'autres symptômes qui ne sont pas moteurs, comme par exemple bah, les symptômes dépressifs, l'anxiété, etc., qu'on retrouve aussi chez les patients parkinsoniens. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement? On a, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'il y a un stress oxydatif, alors qui est lié au fait déjà, bon, la population vieillissante, on le sait, mais aussi dans le cas de Parkinson, on a un stress oxydatif qui est accru. Et donc, ce stress oxydatif va provoquer bah, des altérations, comme on disait, de la mitochondrie. Et donc, c'est un peu le cercle vicieux, hein, puisqu'on va puisque les espèces réactives à l'oxygène sont de plus en plus nombreuses et donc vont provoquer aussi la mort des neurones. On a aussi le fait que le stress oxydatif va activer aussi la mitochondrie et ça va provoquer aussi une neuroinflammation, donc un relargage du cytokine et d'agents pro-inflammatoires. Et on se souvient aussi que le stress oxydatif va aussi auto-entretenir la neuroinflammation et l'inflammation va aussi entretenir le stress oxydatif. Donc il y a vraiment un cercle vicieux qui s'installe. Et donc cette accumulation de protéines, donc d'alpha-synucléine, va provoquer cette dégénérescence. Le stress oxydatif aussi va entraîner cette neurodégénérescence, donc la mort programmée des neurones, et la neuroinflammation aussi. Hein. Donc c'est vraiment important de voir que du coup, au fur et à mesure, on a, voilà, on ne sait pas. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on explique la physiopathologie, mais dans l'origine, on sait qu'il y a certaines mutations génétiques, mais c'est pas ce qui explique la plupart des cas. Donc, il faut bien voir en gros qu'on ne comprend encore pas tout dans l'origine de la maladie de Parkinson. Au niveau des symptômes, on a la lenteur du mouvement, qu'on appelle aussi bradykinésie, le tremblement, hein, qui est assez connu, le mouvement involontaire, la rigidité, la trouble de la marche. Et au niveau des symptômes non moteurs, mais qui sont très fréquents, on a des symptômes digestifs comme la constipation, le déclin cognitif qui n'est pas lié qu'au vieillissement, mais qui est vraiment lié aussi à cette pathologie, donc avec la neurodégénérescence, les troubles du sommeil, euh, le trouble de l'odorat et du goût qui sont très très précoces pour la maladie, la douleur hein, dans 50% des cas et la dépression et l'anxiété. Donc il faut vraiment bien voir et garder à l'esprit que la maladie Parkinson, c'est pas que des symptômes moteurs, c'est aussi une forte prévalence de ces symptômes non moteurs. Donc, on distingue des phases en fait off où on a des symptômes moteurs qui existent. Donc, un blocage important, une instabilité posturale, les difficultés à la marche, etc., un risque élevé de chute, et les phases on où la personne est plus mobile et alerte. Donc, il faut vraiment distinguer que ces symptômes moteurs ne sont pas présents tout le temps, mais au fur et à mesure deviennent de plus en plus fréquents et sévères. Donc, on distingue en facteurs de risque l'âge. Comme on disait, les hommes, hein, donc il y a quand même un facteur sur le fait qu'il y a quand même 1,5 enfin, 1,5 fois plus de risque d'avoir la pathologie quand on est un homme par rapport aux femmes. Il y a aussi le fait de l'exposition à des pesticides, à des produits chimiques, comme certains métaux lourds, etc., qui vont en fait accentuer, accélérer, enfin augmenter le risque de la maladie de Parkinson. Certains médicaments qui aussi peuvent augmenter le risque de développer cette pathologie. Donc, il faut voir que l'écogénétique, finalement, représente qu'environ 10 à 20% des cas. Donc, c'est vraiment voilà, une pathologie qui est vraiment liée à l'âge. Hein, et puis, comme on disait, plus on a de l'âge, plus on a du stress oxydatif et de l'inflammation chronique qui va aussi jouer dans la physiopathologie. Mais effectivement, voilà, la forme génétique n'est pas la majorité des cas.
Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous présenter un petit peu la première pathologie, donc la première maladie neurodégénérative. Donc la deuxième que je vais vous présenter, bah, c'est la maladie d'Alzheimer, hein, c'est la première maladie en termes de prévalence. Donc on a environ en Europe 7 millions de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, environ 7 millions d'Américains aussi. Ce qu'on voit, c'est que plus on vieillit, donc plus la prévalence augmente, hein, parce qu'on voit qu'entre 65 et 74 ans, on a environ 5%. 75, 84 ans, on a 13%, et puis au-delà de 85, 33%. Donc, comme la population vieillit hein, de manière globale, forcément, la maladie d'Alzheimer va aussi augmenter en termes de nombre. Donc, voilà, on prévoit d'ici 2030 jusqu'à 14 millions de personnes qui vont être touchées. Donc, au niveau de la physiopathologie, c'est différent. Alors, il y a toujours une accumulation de protéines hein, au niveau du cerveau. C'est pas la phase-synucléine cette fois, c'est des plaques de bêta-amyloïdes. Et on a aussi une accumulation, cette accumulation de bêta-amyloïdes va conduire à cette neurodégénérescence. Et il y a aussi une accumulation d'un autre agrégat anormal qui est la protéine tau et donc qui va provoquer un enchevêtrement voilà, neurofibrillaire. Et c'est pareil, le fait d'accumuler ces plaques de bêta-amyloïdes et cette protéine tau va engendrer un certain nombre de dysfonctions, donc dysfonctions au niveau des mitochondries, de la neuroinflammation et aussi, comme je disais, une neurodégénérescence due à cette accumulation de protéines. Ce qu'il faut voir aussi, du coup, c'est qu'on a le stress oxydatif qui va aussi contribuer à la formation de ces plaques de bêta-amyloïdes et cette accumulation de protéines tau et qui va accélérer aussi les processus dégénératifs. Donc, il faut voir vraiment que dans les deux pathologies, on a ce stress oxydatif qui est présent. Et donc, au fur et à mesure qu'on a des agrégats protéiques hein, de bêta-amyloïdes, on va perturber la fonction synaptique, on va altérer la libération des neurotransmetteurs et on va réduire donc du coup la densité synaptique et interférer avec cette plasticité. Donc, en matière de symptômes pour Alzheimer, c'est très divers. On a la confusion dans le temps et l'espace, les changements d'humeur, l'irritabilité, voire l'agressivité au fur et à mesure des stades, la perte de mémoire, la difficulté de langage, les changements d'humeur, donc l'aphasie aussi, donc les troubles dans le langage et la conversation, le fait de errer, de plus savoir où on est, égarer les choses, l'incapacité à planifier, des troubles visuels, la difficulté à effectuer des tâches quotidiennes, la démence progressive qui s'installe, donc surtout au stade intermédiaire et avancé. Voilà, donc c'est vraiment une maladie qui est progressive. Au début, on a juste des pertes de mémoire, des difficultés de langage et des changements d'humeur. Et au fur et à mesure, on a vraiment des changements d'humeur qui s'aggravent comme l'agressivité, la démence qui s'installe. Donc c'est vraiment une pathologie qui met plusieurs années finalement à s'installer. Hein. Donc, au niveau des facteurs de risque, on a toujours l'âge, on a toujours des facteurs génétiques et une histoire familiale. Et au niveau des facteurs de risque qui sont modifiables, on va dire, c'est-à-dire vraiment qui sont liés à l'environnement, on a les troubles du sommeil, on a le diabète, on a l'alimentation, le tabac, l'activité physique, les traumatismes crâniens aussi qui augmentent le risque, l'hypertension, la santé cardiovasculaire. Et voilà, donc ça, ce sont vraiment, on va dire, les facteurs de risque les plus communs, on va dire, au niveau de la maladie d'Alzheimer. Mais ce sont quand même des pathologies où finalement euh, l'origine est quand même et la physiopathologie n'est pas encore totalement connue. Au niveau des dénominateurs communs des maladies neurodégénératives, comme les deux principales qu'on vient de voir, on a vu qu'il y avait toujours une neuroinflammation, donc il faut bien voir que c'est lié à une inflammation systémique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va accumuler dans différents tissus, dont le cerveau, des marqueurs, enfin des cellules immunitaires qui vont produire des marqueurs inflammatoires. Il y a la dysfonction mitochondriale, donc, comme on a vu, l'énergie cellulaire ne va pas être produite de la bonne façon. On a le stress oxydatif qui va aussi jouer sur cette dysfonction mitochondriale. La dégénérescence neuronale, donc on a vu par exemple pour Parkinson, c'est la dégénérescence surtout des neurones dopaminergiques au départ. Et donc la libération de neurotransmetteurs qui va être altérée. La mort neuronale et l'agrégation de protéines anormales, donc l'alpha-synucléine pour la maladie Parkinson et bêta-amyloïde et protéines tau pour Alzheimer. Donc on voit quand même qu'il y a voilà, tous ces dénominateurs communs. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le stress oxydatif va provoquer des dommages autant aux protéines à l'ADN, et ça c'est
c'est vraiment valable pour les deux pathologies aussi. Donc voilà, il y a vraiment en fait une similitude dans la physiopathologie et c'est pour ça que tout ce qui est stress oxydatif et inflammation, on va pouvoir aussi, avec des solutions nutritionnelles, pouvoir jouer par exemple sur ces deux facteurs. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que effectivement, on a dans le cas du stress oxydatif et de l'inflammation, vraiment des conséquences assez importantes, hein. Donc, comme on disait, la dysfonction mitochondriale, l'accumulation des protéines, et ce qu'on peut voir aussi, c'est l'inflammation. Les deux s'auto-entretiennent, donc c'est vraiment important de voir que l'inflammation va aussi provoquer, pour la maladie Parkinson surtout, voilà, une activation de la microglie et puis une apoptose cellulaire, donc une mort programmée des cellules. Donc, c'est vraiment important de bien retenir ces éléments de physiopathologie. Donc, je vous ai résumé parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de données. Donc là, je vais vous parler un petit peu de l'intérêt de mobiliser les cellules souches, donc augmenter le nombre de cellules souches en circulation au niveau, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a plus de données là sur la maladie d'Alzheimer et je vous montrerai les données cliniques qu'on a sur la mobilisation de cellules souches, donc au niveau de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Donc, au niveau des études précliniques sur dans les modèles rongeurs, quand on va augmenter le nombre de cellules souches en circulation, donc la majorité, ce sont des cellules souches mésenchymateuses ou dérivées, en fait, des cellules qui vont après être, ou ces cellules souches neurales, ce qu'on va voir, en fait, c'est quand on augmente le nombre de cellules souches, quels sont, en fait, les bénéfices qu'on a. Donc ça, c'est vraiment au niveau des modèles animaux, hein. Au niveau préclinique, on a, ou au niveau in vitro aussi, hein. Donc l'augmentation de la neurogénèse. Donc on va du coup pouvoir augmenter la synthèse de nouveaux neurones, une augmentation de la densité synaptique au niveau de l'hippocampe, une amélioration de la mémoire spatiale, par exemple, et des capacités d'apprentissage. Donc, on voit quand même, en fait, qu'il y a vraiment un bénéfice clinique sur la fonction cognitive, hein, qui est vraiment altérée en cas d'Alzheimer, comme on a vu. La diminution des marqueurs inflammatoires. Donc là, par exemple, comme des cytokines, il y a la bêta et le cis-TNF-alpha, par exemple. La réduction de plaques de bêta-amyloïdes et la réduction de la mort cellulaire, donc de l'apoptose. Donc on voit vraiment qu'on va pouvoir diminuer cet agrégat de bêta-amyloïdes qui provoque cette neurodégénérescence. On va pouvoir aussi, en mobilisant les cellules souches, comme les cellules souches peuvent se différencier en neurones, on va pouvoir augmenter justement la quantité de finalement activer cette production de neurones, diminuer la mort cellulaire. Donc, diminuer la mort cellulaire est liée aussi à la diminution de cette inflammation, hein, comme on a vu, la diminution des marqueurs inflammatoires. Donc là, et on voit ces bénéfices cliniques sur la fonction cognitive, en particulier la mémoire et la capacité d'apprentissage. Donc ça, c'était vraiment pour vous résumer les données cliniques qu'on a sur la maladie d'Alzheimer. Au niveau de Parkinson, de la maladie de Parkinson. Donc ça, c'était aussi pour vous résumer les données précliniques qu'on a. Donc soit, en fait, c'est surtout sur des modèles de rats où on va induire la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est avec de la 6-hydroxydopamine. Donc on reproduit ce modèle de Parkinson au niveau préclinique chez les modèles rongeurs. Et donc on va avoir des problèmes, voilà, on va avoir les problèmes moteurs qui sont les mêmes, c'est-à-dire tremblements, soit des blocages, hein, enfin on reproduit les mêmes finalement symptômes moteurs que chez l'humain. Et aussi tout ce qui est troubles du comportement, donc les fameux symptômes non moteurs qu'on parlait tout à l'heure. Et donc, quand on augmente le nombre de cellules souches en circulation, donc là, c'est vraiment de l'injection de cellules souches dans ces modèles de Parkinson au niveau des rongeurs, on va avoir, donc, ce qui est intéressant, c'est déjà une augmentation, pareil, de la neurogénèse. Et on va aussi, donc c'est vraiment le fait qu'on va aussi provoquer une différenciation des cellules souches en neurones dopaminergiques. Donc on va vraiment restaurer, contrebalancer cette dégénérescence, hein, cette disparition des neurones dopaminergiques. Donc on augmente une restauration partielle finalement de la libération de dopamine, hein. Donc ça c'est quand même très, très intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas la mobilisation de cellules souches, c'est pas que la différenciation de cellules souches en neurones. Il y a aussi toute une partie où les cellules souches vont aussi avoir une action finalement aussi endocrine et va permettre de sécréter,
sécréter des facteurs de croissance qui vont aussi aider à la régénération. On a une augmentation aussi des marqueurs dopaminergiques dans les terminaisons nerveuses et les corps cellulaires, une récupération de la mémoire et de la fonction motrice. Donc, on voit que cette différenciation des cellules souches, cette sécrétion des facteurs de croissance va permettre vraiment d'avoir des bénéfices cliniques sur la fonction motrice et la mémoire, un niveau de dopamine qui est préservé et aussi une action anti-inflammatoire. On aura plus de cytokines anti-inflammatoires au niveau périphérique aussi. Donc, on voit quand même qu'il y a des données précliniques assez encourageantes dans ces deux pathologies, ces deux maladies neurodégénératives qui sont vraiment, en termes de fréquence, les principales. Et on voit bien, en fait, qu'on a vraiment une partie sur l'aspect régénération, donc l'aspect les cellules souches vont se différencier en neurones et donc vraiment pouvoir contrebalancer en fait cette disparition des neurones, par exemple dopaminergiques, et avoir plus de libération de dopamine. Mais il y a aussi toute une partie sur, comme on disait, un effet anti-inflammatoire, un effet aussi vraiment sur la sécrétion de facteurs de croissance. Donc, il y a vraiment une action finalement aussi pas que régénérateur. Donc maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau chez l'humain, donc les données cliniques. Donc la première chose qui est intéressante dans le cas de la pathologie d'Alzheimer, c'est qu'en fait, on a chez les patients atteints d'Alzheimer, en particulier dans les phases précoces de la maladie, dans la démence précoce d'Alzheimer, on a en fait un nombre de cellules souches en circulation qui est plus faible chez ces patients comparé à des personnes qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Donc, on voit en fait que chez ces patients, il y a déjà un défaut de potentiel de régénération. Ce qu'il faut voir, c'est que le nombre de cellules souches en circulation était aussi corrélé significativement à l'âge et à la quantité de bêta-amyloïdes qui était au niveau du liquide céphalorachidien. Donc, on voit quand même qu'il y a une corrélation significative entre le nombre de cellules souches en circulation et la quantité de bêta-amyloïdes. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le nombre de cellules souches en circulation était vraiment considéré comme un marqueur de longévité. Donc voilà, on voit déjà que chez ces patients-là, il y a un défaut de régénération. On a moins de cellules souches en circulation que des patients qui n'auraient pas la pathologie, enfin, on va dire chez des contrôles qui n'auraient pas la pathologie. Donc ça, c'est quand même déjà assez intéressant. L'autre chose après, c'est de montrer qu'est-ce qu'on a comme données quand on va injecter des cellules souches. Donc, on va parler autant sur la maladie Parkinson que la maladie d'Alzheimer. Donc, au niveau... Alors après, c'est des études vraiment pilotes, phase 1 et 2. Donc, on a en général peu de patients. Mais par contre, on a quand même des résultats assez intéressants. C'est vraiment des études qui, à mon avis, vont aussi être confirmées sur de plus larges populations, mais en tout cas, on a quelques données cliniques préliminaires. Donc, par exemple, sur cette première étude, on a 7 patients âgés de 50 à 69 ans atteints de la maladie de Parkinson. On va transplanter un certain nombre de cellules souches et on va regarder, en fait, en général, pour la maladie de Parkinson, on a pour mesurer en fait les bénéfices cliniques, ce sont des questionnaires. Donc, c'est le score UPDRS qui est spécifique à la maladie de Parkinson où il y a différentes échelles. Il y en a une pour la partie moteur, une pour la partie cognitive. On va justement regarder en fait la fréquence et la sévérité des symptômes moteurs et des symptômes cognitifs. Et donc, on va pouvoir après avoir un score clinique. Donc, soit en phase off ou soit en phase on, comme on l'a vu. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une amélioration de ce score d'évolution de la maladie de Parkinson, donc le score UPDRS, chez la majorité en fait des patients, donc 5 patients sur 7, qui ont une amélioration donc, de ce score. En général, on a les changements, enfin l'évolution de ce score était donc quand même de pertinence clinique, parce qu'on était quand même sur des échelles, sur des changements de 9,5 ou après 24 mois. Et donc on voit quand même que c'est une augmentation de 20% qui est considérée comme un changement vraiment de relevance clinique. On a aussi les stades de cette pathologie
qui sont avec une échelle, un score E-Néniard qui s'appelle, qui ont aussi été améliorés chez 4 patients sur 7. Donc, évidemment, ce sont, on va dire, des données cliniques qui sont vraiment préliminaires. On est sur peu de patients, mais on voit quand même qu'on a des résultats encourageants sur ce score UPDRS, donc le score total, hein, là, et sur ces stades de la pathologie. Au niveau de la maladie de Parkinson, donc on a une autre étude assez récente d'ailleurs, qui date de l'année dernière, donc où on a, donc c'est une étude sur 12 mois, où on a 18 patients atteints de la maladie de Parkinson, donc là sur le stade avancé, où on a 4 injections de cellules souches avec 3 doses différentes. 1,5 million, 5 millions ou 15 millions de cellules souches. Et donc, sur 16 patients, donc sur 18, on a une amélioration significative du score total, UPDRS, donc la fameuse échelle où on avait vu qu'on mesurait donc les symptômes moteurs et justement les symptômes cognitifs, donc tout le type de symptômes, à partir du troisième mois et maintenu jusqu'au 12e mois. L'amélioration la plus substantielle était observée au 6e mois, avec une réduction moyenne de 20 points sur cette échelle UPDRS, donc qui est quand même assez significative, hein. Donc, on peut voir quand même donc voilà, qu'il y a une amélioration clinique de ces symptômes avec cette échelle qui est vraiment validée, qui est utilisée dans toutes les études cliniques. Donc voilà, sur cette maladie Parkinson. Donc, on a aussi une autre étude, donc cette fois-ci sur 36 hommes et 14 femmes. Donc là, on est quand même sur une étude un petit peu plus robuste dans le sens où, en termes de nombre de patients. Donc, d'âge moyen, donc 62 ans, une étendue 38, 81 ans, et donc atteint de la maladie Parkinson sur une durée moyenne d'environ 9 ans. Et donc, où on va transplanter les cellules souches. Et donc, on a un suivi moyen de 7 mois. Et donc, on a aussi une amélioration médiane de 50% sur cette fameuse échelle du PDRS d'évaluation de la maladie Parkinson. On a une amélioration significative de tout ce qui est qualité de vie, score de la dépression, score dépressif, et puis activité de la vie quotidienne et du handicap. Donc, on voit vraiment qu'il y a une amélioration aussi, autant sur la partie moteur que sur les symptômes liés plus à la dépression, etc., comme je disais, qui sont assez fréquents dans la maladie de Parkinson. Donc, on voit quand même que, OK, ce sont des études un peu préliminaires, il n'y a pas forcément toujours de groupe contrôle, on n'est pas forcément sur des études avec une large population, mais on a des résultats encourageants, autant sur cette fameuse échelle UPDRS et de Parkinson. Donc, voilà, on commence à avoir voilà, des bénéfices cliniques qui est assez consistant d'une étude à l'autre, hein. Voilà. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est une autre étude sur 21 patients parkinsoniens âgés de 42 à 79 ans, où on va aussi transporter les cellules souches. Et donc, on va avoir aussi, du coup, une amélioration des scores UPDRS et du score Enéard. Donc, c'est ce qu'on voit en fait sur les graphiques. Et donc, les symptômes ont été vraiment significativement améliorés avec une amélioration de ces scores Enéniard et UPDRS, donc vraiment sur le stade de la maladie pour Enéniard et les scores symptomatiques, on va dire, de l'UPDRS. Donc ça, ce sont vraiment les scores totaux de la pathologie. Donc, on voit vraiment que au fur et à mesure de ces études, on a vraiment une amélioration des bénéfices cliniques sur des échelles qui sont vraiment validées, hein. Donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, donc ça c'était voilà. Après, on a aussi une autre étude, donc là une étude un peu pilote aussi sur 7 patients parkinsoniens qui ont une durée moyenne de pathologie de 15 ans. Donc voilà, on va transplanter, donc c'est une dose unique de cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse. Et pareil, donc 3 patients sur 7, on a une amélioration donc constante voilà, de l'échelle UPDRS, hein, pareil. Ce qui est intéressant, c'est que on voit que autant que en fait l'échelle PDRS est autant améliorée en phase on qu'en phase off. Elle est beaucoup plus améliorée en phase off, hein, comme on le voit, on passe d'un score à 65 à 22,10. Mais c'était juste pour voilà, vous montrer que dans tous les cas, quelles que soient les phases, c'est-à-dire que les symptômes sont très présents au moins, on a quand même une amélioration donc, de ces scores cliniques, hein, du PDRS.
Et pareil, le score Schwab et Edglund, qui est un autre score validé pour mesurer le degré de handicap dans les activités quotidiennes, on a aussi une amélioration de 14% comparé au T0. Et puis, quand on regarde les sous-scores, on va vraiment les symptômes améliorer. On a une amélioration, donc ça c'est aussi constaté par les participants sur la démarche, les épisodes de blocage, donc de rigidité, sur l'expression du visage. Donc voilà, on a une amélioration de ces symptômes et donc forcément une amélioration de la qualité de vie. Donc voilà ce que je voulais vous présenter pour cette étude. Après, quand on passe sur donc Alzheimer, là, on a une étude sur 50 patients Alzheimer. On a une thérapie par cellules souches, 25 ou 100 millions de cellules souches, comparée à une dose placebo ou comparée à un groupe placebo. Donc ça, c'est intéressant parce que là, on est quand même sur une étude voilà, randomisée, contrôlée, avec placebo, en plus avec 2 doses. Et ce qu'on voit, c'est une amélioration de plusieurs choses. Le premier, c'est le score, pardon, une amélioration du score composite qui mesure le CDAI score. C'est un score composite sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est un score sur les symptômes. Et on voit en fait que on a une amélioration significative de ce score surtout après 39 semaines après l'injection de cellules souches. Au niveau du score cognitif de Montréal, donc le fameux MoCA qu'on voit, on a une amélioration cognitive à partir qui est vraiment consistant à 16, 26 et 39 semaines pour les 2 doses. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Et on a aussi une amélioration d'un autre questionnaire validé qui s'appelle le Mini Mental Score, Mini Mental State Assessment, le MMSE, qui mesure la fonction cognitive aussi. Donc, c'est un autre score, un autre questionnaire. Et aussi, on a une amélioration de ce score après 39 semaines. Donc, on voit quand même qu'il y a une amélioration cognitive et une amélioration symptomatique avec un score plus global, ce fameux score composite SCAD. Et ce qui est aussi intéressant qui a été mesuré, donc ça, on parlait des bénéfices cliniques, c'est aussi le fait d'avoir une augmentation de la quantité de cellules souches en circulation va ralentir le déclin cognitif du volume du cerveau par rapport au placebo de 48% pour tous les groupes de traitement combinés, que ce soit 25 ou 100 millions de cellules souches, et aussi le volume de l'hippocampe gauche, et une réduction de la neuroinflammation. Donc on voit en fait que ces bénéfices cliniques sont liés à vraiment corrélée à une diminution de la neuroinflammation et un ralentissement du déclin du volume du cerveau. Donc ça, c'est vraiment important parce que l'hippocampe a aussi des fonctions très importantes sur la fonction cognitive. Donc on voit effectivement que là, on arrive à améliorer la partie cognitive chez ces patients Alzheimer et lié aussi à un contrebalance. On va dire, on va essayer de contrebalancer ce déclin de volume du cerveau et la neuroinflammation. Donc, qu'est-ce qu'on voit finalement en conclusion par rapport à tout ce qu'on voit sur les bénéfices de la mobilisation de cellules souches? Donc, on a vu l'aspect sur la sécrétion de facteurs de croissance, comme le BDNF, le VEGF, à action neuroprotectrice, la différenciation en neurones, donc le fait qu'on augmente le nombre de neurones qui sont produits, donc on va aussi pouvoir avoir une augmentation de la libération normale des neurotransmetteurs, une action anti-inflammatoire aussi. Donc, on voit que la mobilisation de cellules souches a vraiment un effet sur la régénération, mais aussi vraiment un aspect neuroprotecteur et anti-inflammatoire. Et donc, à travers ces études, on a vu de manière assez consistante dans les études une amélioration donc, pour Alzheimer de la fonction cognitive et pour la maladie de Parkinson, donc une amélioration des scores symptomatiques, UPDRS, autant sur la partie moteur que sur la partie, par exemple, sur la fonction, sur les scores de dépression, par exemple. Donc, on voit quand même que on a un bénéfice de la mobilisation de cellules souches qui va avoir des bénéfices cliniques autant sur ces deux types de pathologies. Ce que je voulais dire effectivement aussi, c'est qu'on a vu
qu'il y avait dans cette pathologie, dans la physiopathologie, le stress oxydatif qui était très présent dans les deux et qui contribue à la dégénérescence neuronale avec une altération, des dommages aussi liés à l'ADN, à l'ARN, aux protéines, aux lipides. Et ce qu'on voit aussi, qui suggère une intérêt à supplémenter en antioxydants ces patients, c'est qu'il y a une carence en antioxydants qui est assez commun, qui est présent et qui est documenté. La capacité antioxydante de ces patients est réduite et on a aussi une déficience en antioxydants. Donc, par exemple, en vitamine E, vitamine C, bêta-carotène, etc. Donc, il y a, en fait, on n'est pas capable, chez ces patients, de contrebalancer finalement ce stress oxydatif qui est présent et qui va induire, comme on le disait, cette neurodégénérescence, la dysfonctionnement au niveau mitochondrial. Et donc, l'idée, ce serait effectivement, par cette présence de stress oxydatif qui a des conséquences, c'est qu'on vient de voir, de pouvoir vraiment supplémenter en antioxydants ces patients. Donc ça, c'était vraiment aussi voilà, pour démontrer, enfin pour vous montrer que dans la littérature scientifique, l'intérêt d'une supplémentation d'antioxydants est reconnu pour contrebalancer ce stress oxydant présent en cas de pathologie dégénérative. Et on a vu aussi qu'il y avait une neuroinflammation, enfin une inflammation chronique qui est présente autant dans la maladie Parkinson que la maladie d'Alzheimer. Donc forcément, une supplémentation nutritionnelle qui va permettre de contrôler cette inflammation va permettre aussi de diminuer cette neuroinflammation et donc éviter, enfin essayer de contrebalancer cette inflammation et donc qui a un impact sur la dégénérescence qu'on a vue et l'accumulation de protéines anormales dans les deux cas. Donc, maintenant, on va parler des solutions nutritionnelles. Donc, on a vu dans ces études cliniques qu'on a un bénéfice de mobiliser les cellules souches sur la fonction cognitive et sur les scores symptomatiques de ces deux pathologies. Donc, effectivement, l'idée pour mobiliser les cellules souches, on a donc le Stemmenens qui contient 3 mobilisateurs naturels de cellules souches. Donc, le premier, c'est un extrait d'AFA, donc d'Aphanizolinum aqua, qui va donc ce qui est documenté, c'est que 1 gramme de Stemmenens, donc de cet extrait d'AFA, va permettre de augmenter le nombre de cellules souches en circulation d'environ 30%. Et donc, on va environ 1 heure après supplémentation. Et donc, on a cet extrait qui est cliniquement testé et breveté. On a non seulement, donc, ce qui est publié, c'est le fait qu'on augmente le nombre de cellules souches en circulation avec 1 gramme de Stemmenens, qui représente environ 3 à 4 millions de cellules souches en circulation, nouvelles en circulation. Et après, on a le bénéfice de cette mobilisation de cellules souches. Donc, on n'a pas un bénéfice, on va dire, euh, en cas de pathologie dégénérative, on a simplement un bénéfice de cette mobilisation de cellules souches pour d'autres pathologies comme on le connaît, que ce soit sur la fibrose hépatique, le diabète ou alors l'entorse chez les patients. Mais en tout cas, comme on a vu dans les études cliniques sur Parkinson et Alzheimer qui avait un bénéfice de la mobilisation de cellules souches, la première stratégie serait d'augmenter naturellement ce nombre de cellules souches en circulation, ce qui va permettre d'augmenter le potentiel régénérateur, c'est augmenter la possibilité de différencier les cellules souches en neurones, de diminuer cette neuroinflammation, de diminuer aussi, voilà, d'augmenter aussi la sécrétion de facteurs de croissance, etc., qui va permettre de régénérer un minimum au niveau central, au niveau cérébral, et donc contrebalancer ces symptômes cognitifs et ces symptômes moteurs qu'on a vus pour Parkinson. Alors effectivement, comme on l'a dit, hein, il y a au niveau, il y a l'extrait d'AFA qui va être le Stemmenens qui va être le premier mobilisateur de cellules souches. Donc on le sait que c'est un inhibiteur donc de la L-sélectine, donc c'est vraiment et la L-sélectine permet de maintenir les cellules souches de la moelle osseuse dans la moelle osseuse, et donc si on inhibe la L-sélectine, on va favoriser la libération de cellules souches. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 autres mobilisateurs de cellules souches, donc Stemmenens ultra. On a aussi un extrait de Wakame qui va titrer en fucoïdant, donc avec 85% de fucoïdant, et qui va aussi augmenter le nombre de cellules souches en circulation après 4
8 et 12 jours. Et donc, ce qui est avec un mécanisme d'action un peu complémentaire, parce que ça va augmenter aussi le SDF1 circulant, donc qui va aussi permettre d'optimiser la migration de ces cellules souches, hein, puisque c'est le gradient de SDF1 qui va permettre de guider les cellules souches vers les tissus qui sont en besoin. Parce que le SDF1 peut se fixer au niveau de CXCR4, ce qui est un des récepteurs au niveau de la surface des cellules souches. Le troisième extrait actif, hein, du système NS Ultra va être un extrait de spiruline, qui est la fraction jaune, hein, de la spiruline, de faible poids moléculaire nommé mésenchyme, et qui est aussi un extrait breveté, qui est exclusif à cérules, et qui va augmenter la quantité de GCSF dans le sang. Et en fait, ce GCSF est la molécule signal qui va provoquer la libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas dans le système NS Ultra, c'est qu'on va avoir 3 mécanismes d'action complémentaires pour augmenter la quantité de cellules souches en circulation. Et on a vu que cette mobilisation de cellules souches avait des bénéfices cliniques en cas de maladie dégénérative. Donc, on peut se dire que là, on va en fait vraiment soutenir cette fonction cognitive, soutenir ce potentiel de régénération au niveau des neurones. Et aussi, ce qui est vraiment, voilà, donc vraiment cette première, on va dire, stratégie nutritionnelle, c'est la mobilisation de ces souches, puisqu'on a vu qu'il y avait des bénéfices cliniques. Ce qui est intéressant aussi, comme on l'a vu, que ce soit dans la maladie Parkinson ou d'Alzheimer, c'est qu'on a un stress oxydatif qui provoque cette dysfonction mitochondriale, qui provoque cette dégénérescence au niveau des neurones et qui va entretenir aussi la neuroinflammation. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi une supplémentation d'antioxydants pour réduire ce stress oxydatif. On sait aussi qu'en plus, ce stress oxydatif est augmenté avec l'âge et que si on a trop de stress oxydatif et pas assez d'antioxydants, soit de manière endogène, soit par l'alimentation, on va avoir, comme on le sait, des dommages autant au niveau central qu'au niveau vasculaire, et qui va favoriser aussi l'inflammation, des dommages à l'ADN, aux protéines et aussi forcément au niveau central. Donc, l'idée, c'est d'avoir avec le plasma flow une supplémentation en antioxydants avec de l'argousier, des polyphénols d'olive titrés en hydroxytyrosol, les flavonols de cacao, la staxanthine, et donc des Matococcus pulveris, donc avoir cette supplémentation d'antioxydants qui va réduire ce stress oxydatif. Et on aura aussi des extraits de ginkgo, d'hespéridine, de citron et de Centella asiatica qui va aussi soutenir en plus la fonction vasculaire. Donc, qui va aussi permettre de soutenir le débit sanguin finalement de manière générale, mais aussi au niveau cérébral, hein, parce que le but aussi, c'est que pour que les cellules souches puissent, parce que c'est bien de mobiliser les cellules souches, mais qu'effectivement, si on a une circulation sanguine qui est bouchée, obstruée, les cellules souches ne pourront pas non plus aller, par exemple, au niveau du cerveau, et donc ne vont pas permettre aussi cette différenciation neurone et cette régénération. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir aussi soutenir cette circulation pour aussi soutenir la fonction des cellules souches, en plus d'apporter des antioxydants, pour réduire ce stress oxydatif qui est présent dans le cas de pathologies neurodégénératives. Donc voilà ce que je voulais effectivement vous parler sur cette deuxième stratégie nutritionnelle, hein, qui est effectivement cet apport en antioxydants et le soutien à la fonction vasculaire, hein, et de soutenir le débit sanguin aussi au niveau cérébral. Maintenant, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on a vu aussi que dans ces deux pathologies, maladie Parkinson, maladie d'Alzheimer, donc au niveau, on a aussi une neuroinflammation. Donc l'idée, c'est de pouvoir réduire cette inflammation. Et ce qu'il faut aussi voir, et ce qui est très important à garder en tête, c'est que s'il y a une inflammation chronique, de toute manière, on peut mobiliser les cellules souches autant qu'on veut. Les cellules souches ne pourront pas migrer de manière optimale. Pourquoi? Parce que l'inflammation chronique va sécréter des agents pro-inflammatoires et ces agents vont perturber la liaison de SDF1 avec CXCR4, qui est le récepteur à la surface des cellules souches. Donc, si on perturbe cette lésion de SDF1 avec la cellule souche, on n'aura pas un guidage optimal et une migration des cellules souches optimale.
Donc, en fait, on va forcément avoir une capacité de réparation qui va être altérée en cas d'inflammation chronique. Donc, l'idée pour réduire cette inflammation chronique qui est présente en cas, comme je disais, de maladie neurodégénérative et pour permettre aux cellules souches de fonctionner et que la migration des cellules souches se fasse correctement, on a une troisième stratégie nutritionnelle, solution nutritionnelle, qui est donc le C-Active, un extrait de spiruline titré en phycocyanine à 30%, qui est le pigment bleu des algues bleues vertes et qui va avoir spécifiquement une action pro-inflammatoire, c'est-à-dire que anti-inflammatoire, pardon, qui va permettre en fait de diminuer l'activité de plusieurs enzymes, COX-2 et 5-LOX, qui sont des enzymes pro-inflammatoires qui, à partir de l'acide arachidonique, vont produire différents agents de l'inflammation, comme les thromboxanes, les prostaglandines et les leucotriènes. Et donc, du coup, on va avoir une activité pro-inflammatoire liée à l'activité de ces deux enzymes. Et on sait que le C-Active va avoir spécifiquement une action anti-inflammatoire, puisque la fraction riche en phycocyanine va permettre d'inhiber COX-2, et on va avoir la fraction qui n'est pas forcément de la phycocyanine qui va inhiber 5-LOX. Donc, on va avoir une action anti-inflammatoire du C-Active et qui, on le sait, a après des bénéfices cliniques qui sont plutôt liés à cet effet anti-inflammatoire et en s'oxydant cet effet sur, par exemple, la fonction articulaire. Donc, ça, on l'a vu dans 3 études cliniques. Donc, on sait que cet extrait de C-Active est 4 fois plus concentré que l'algue entière. Et donc, cette action anti-inflammatoire et antioxydante a forcément une pertinence pour la fonction cognitive, puisqu'on l'a vu dans ces pathologies Parkinson et Alzheimer, on a une inflammation et un stress oxydatif. Donc là, on va vraiment cibler ces aspects physiopathologiques. Donc l'idée, c'est d'avoir pour le soutien à la fonction cognitive un soutien à la mobilisation de cellules souches, donc avec le C-Active, donc le CBNS, donc avec 2 gélules par jour le matin, 2 gélules par jour le soir, qui peut être augmenté de temps en temps à 6 gélules par jour, donc avec 2 gélules supplémentaires. Une supplémentation en antioxydants qui va être avec le plasmapho 2 gélules par jour à jeun, plutôt seulement le matin, et une réduction, un contrôle de cette inflammation avec 2 gélules de C-Active par jour pour effectivement soutenir voilà, la santé cérébrale. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais vous partager en termes de voilà, qu'est-ce qu'on sait, voilà, quelles sont les données précliniques et cliniques sur ces maladies neurodégénératives et quels sont les bénéfices de la mobilisation de cellules souches, quels sont les phénomènes physiopathologiques qu'on a vus comme le stress oxydatif et l'inflammation qui peuvent être améliorés aussi par ces solutions nutritionnelles, et donc comment on peut soutenir cette fonction cognitive et prévenir, si possible, effectivement, par ce soutien à cette fonction cognitive, en cas de vieillissement, effectivement, soutenir cette fonction cognitive et éviter soutenir ce potentiel de régénération. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. C'est vrai que les maladies neurodégénératives sont quand même assez voilà, des pathologies assez présentes. Je vous ai montré vraiment les données précliniques et cliniques qu'on avait sur ces 2 principales pathologies neurodégénératives. Et du coup, pour expliquer la pertinence de ces 3 solutions nutritionnelles. Bon, un énorme merci à Véronique, comme toujours. Une présentation super intéressante. Et nous ouvrons maintenant la session de questions-réponses. C'est ouvert à tout le monde. Euh, N'hésitez pas à en débloquer votre micro. Alors, Alors, nous avons déjà une question sur le chat. oui, Oui. sur le chat, c'est ce que j'étais en train de voir. Si j'arrive à augmenter la taille. Ah. Alors, dans le cas d'une maladie génétique neuromusculaire, nerf périphérique ou l'axone des nerfs établi occasionne une fonte musculaire pour espérer une régénération. Maladie de Charcot la plus sévère. Alors, effectivement, on n'a pas forcément, sur des maladies comme ça, neurologiques, sur des maladies, la maladie de Charcot, par exemple, on a moins de données cliniques, précliniques, dans le sens où voilà, c'est moins documenté. Après, donc effectivement, j'aurais pas de données forcément à l'appui pour ce type de pathologie très spécifique. Par contre, c'est sûr que mobiliser les cellules souches va permettre quand même de soutenir cette capacité de régénération
Dans ces pathologies-là, il y a aussi un stress oxydatif et une inflammation. Donc, il est conseillé de ne pas faire effectivement que le Stemmenens, mais aussi avec le C-active et le plasma flow pour diminuer ce stress oxydatif et cette inflammation. Donc, effectivement, c'est une hypothèse de dire on va soutenir le potentiel de régénération des nerfs. Donc, forcément, oui, il peut y avoir on va dire un bénéfice clinique enfin, qui est hypothétique, hein, c'est vraiment une hypothèse, mais on n'a pas forcément de données cliniques ou précliniques dans ces pathologies-là pour la mobilisation de cellules souches. Là, les études que je vous ai montrées, même sur Parkinson et Alzheimer, parce que c'est les pathologies les plus prévalentes, c'est vraiment des données qui sont voilà, pilotes, où voilà, on a quelques patients. Donc voilà, on va dire, il peut y avoir un intérêt, mais voilà, pour soutenir la régénération, mais c'est sûr que voilà, on n'a pas forcément de données. Donc c'est plutôt qu'ils fassent le test et qu'ils voient au fur et à mesure, mais effectivement, en plus du CMNN, à 4 à 6 gélules par jour, on serait aussi sur C-active et plasma flow. Alors après, je ne sais pas effectivement, vu qu'on n'a pas de données cliniques, s'il y a des témoignages de personnes qui ont cette pathologie et qui ont pris le Semenens, effectivement, il peut y avoir des témoignages. Alors moi, j'en ai pas, on m'en a pas forcément fait remonter au fur et à mesure, mais par contre, effectivement, si il peut y avoir des témoignages de consommateurs. Ça, moi, je connais pas, mais c'est possible. Hein, s'il y en a qui veulent témoigner, il n'y a pas de souci. En effet, si quelqu'un sait quelque chose, n'hésitez pas à en témoigner. Mais Oui, ou alors de remonter vraiment, hein, de faire un cas clinique en disant j'ai une pathologie, voilà, j'ai consommé tant de gélules pendant tant de mois, et après, effectivement, d'avoir des données d'efficacité, hein, que ce soit sur des symptômes ou soit sur le médecin qui a rapporté des bénéfices. Donc, pas hésiter effectivement à faire remonter ces témoignages avec, voilà, comme documenter un cas clinique avec, par exemple, le médecin. Qui va avoir une amélioration de symptômes, ou le patient avec des questionnaires, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. alors, une autre question d'Emmanuel Azor, pareil pour la neuropathie diabétique, a-t-on des retours clients? Je pense que nous avons déjà Euh, fini j'ai- sur les diabètes, mais bon, Alors, sur le diabète, c'est sûr, il y a énormément de choses. Mais là, effectivement, est-ce qu'on a des retours clients? Moi, j'ai pas de. Enfin, j'ai pas de témoignages de cas cliniques comme ça, mais on a plus eu vraiment oui, sur le diabète en particulier, enfin, sur le diabète de manière générale. Euh, Mais par contre, je vois une question là sur tout ce qui est sur d'autres syndromes, Ehlers-Danlos et les kystes de Tarlov. Moi, j'ai pas non plus de cas, enfin, j'ai pas de données cliniques, précliniques sur ce genre de cas très très précis. Je sais pas non plus si on a. euh, Là, je pense que il y a pas vraiment de données sur ces pathologies-là. Donc, effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir soutenir la mobilisation de ces cellules, donc la capacité de régénération. Mais je ne sais pas si on aura beaucoup de données sur ces pathologies très précises, quoi. ok, très bien. Quelqu'un d'autre qui souhaite débloquer le micro et poser une question? Oui, bonjour, Bonjour, Nicole. bonjour, Bonjour. oui, Bonjour. ça va. Ça va très bien. Juste, j'ai trois questions. J'ai trois questions. Est-ce qu'il y a plusieurs types de maladies d'Alzheimer? Et en deux, à quelle fréquence qu'on peut donner le Ciactiv Flex ou alors le Ciactiv? Et est-ce que c'est par fragment ou alors par fraction ou alors, comment ça s'appelle encore? Ou en une prise, c'est bon. Voilà. Et Alors, en puis, général, est-ce qu'il y a différents types de maladies d'Alzheimer? Donc, non, en fait, c'est toujours la même physiopathologie, comme j'ai dit. C'est toujours pour d'accord. Alzheimer la même accumulation d'agrégats protéiques avec les mêmes symptômes de démence. Donc, non, non, il y a qu'une. Enfin, il y a qu'une maladie d'Alzheimer. Après, quand on donne le Stemelen, enfin, comme on disait, 4 à 6 gélules de Stemelen, donc c'est vraiment 2 matins, 2 midi, 2 soirs. Pour le C-active, c'est en une prise, c'est 2 gélules le matin.
Et pour le plasma flow, par contre, là, c'est à jeun. C'est ce qu'on disait. Il ne faut pas que ça soit pendant les repas. Euh, D'accord. en une prise aussi, les 2 gélules. Et ça, par contre, il faut que ça soit tous les jours et sur le long terme, hein, parce que sur les maladies neurodégénératives, comme on le voit quand on a mobilisé les cellules souches dans les données cliniques qu'on a, c'est sur très long terme. En général, on a en fait des données qui se voient après des mois, 6 mois, un an. Donc, en fait, c'est très long. Donc, il faut vraiment que la D'accord. supplémentation soit vraiment sur 6 mois, Du long sur un terme. an, sur même plusieurs années parce que c'est un process, enfin, le processus neurodégénératif est quand même lent à- pour voir des bénéfices, il faut que la supplémentation soit quand même sur le long terme, hein. C'est pas comme la fonction articulaire où on a vu par exemple des données en 15 jours, où là effectivement, il y a un effet anti-inflammatoire par exemple du C-active, et 15 jours après, on a une amélioration des scores de douleur articulaire. Là, sur une pathologie avec des procédés qui sont très très longs, il faut vraiment que la supplémentation se fasse sur le très long terme. Et comme je disais, voilà, pour le CMNS, vraiment par dose de 2 gélules plusieurs fois par jour. D'accord. Et voilà, si active et plasma flow, ça peut être en une fois par jour, 2 gélules. Il n'y a pas besoin d'augmenter la dose, hein, parce que comme je disais, c'est pas proportionnel pour l'effet antioxydant ou l'effet anti-inflammatoire, c'est pas proportionnel, hein, voilà. Donc voilà. Mais dans tous les cas, oui, oui, il faut que ça soit vraiment sur très long terme, hein. Et D'accord. donc voilà, c'est un peu la différence, par exemple, sur le Cyactiflex, où on nous dit, ah bah oui, on a des effets très court terme. Donc, il faut absolument rester que sur dans ce cadre-là, rester que sur le C-actif normal, pas sur le C-actif flex. Bah, Ou disons que le alors, C-Actiflex, il a plus. Alors, ça contient du C-actif, donc il y a toujours l'effet anti-inflammatoire, mais c'est juste que les 3 autres ingrédients sont vraiment sur la fonction articulaire. C'est pas. Donc, disons que il y aura pas. Enfin, ils ont été designés vraiment pour ça, le C-Actiflex. Donc, dans le cas de pathologie, on va dire, vraiment pour la fonction cérébrale, l'idée, c'est vraiment de mobiliser les cellules souches, d'avoir une supplémentation d'antioxydants et de diminuer cette inflammation. Mais c'est vrai qu'à part si la personne a, on va dire, en plus de cette pathologie neurodégénérative, a une douleur articulaire quelconque, c'est vrai que le C-Actifex ne va pas avoir une valeur ajoutée spécifiquement pour la fonction cérébrale. C'est ça que je veux dire. d'accord. Ok, d'accord. Ma dernière question, Véronique tu as parlé de la sérotonine et la myéline, mais je voulais savoir concernant la myéline du cerveau, est-ce que par rapport à l'inflammation, est-ce que l'inflammation agit directement sur la myéline aussi? Euh, alors, la démyélinisation, c'est vraiment dans les cas de pathologies très spécifiques. Et oui, il peut y avoir une inflammation chronique dans ces types de pathologies. Donc oui, D'accord. mais c'est vraiment des pathologies très précises, hein. Donc je dirais Ok. que oui, enfin ça peut jouer, mais c'est vraiment des processus dégénératifs qui sont très particuliers, quoi. Là, on va dire que pour Alzheimer et Parkinson, sur la maladie neurodégénérative en tant que telle, on est plutôt sur Parkinson, c'est vraiment les neurones dopaminergiques. Après, c'est plutôt sérotonine. Et Mhm. dans le cas d'Alzheimer, c'est plus, comme on disait, l'accumulation de protéines tau et de bêta-amyloïdes qui va provoquer cette dégénérescence. On est moins sur les aspects liés à la myéline. D'accord. Voilà. Ok. Merci, c'est tout pour moi. Bonne continuation. Merci. Alors, concernant les études, quel était le stade d'avancement des patients? Alors, en fait, en général, là, on avait tous les stades. Parce qu'en fait, alors, en général, plus les stades sont avancés, plus on a des bénéfices cliniques, hein. Ça, c'est évident, parce que forcément, la sévérité, la fréquence des symptômes augmente avec le temps. Donc, forcément, qu'en général, la magnitude des effets, plus les stades sont avancés, plus les bénéfices vont être importants. Mais par contre, là, dans les études qu'on a présentées, il y avait tous les stades, hein. Parce qu'il y avait aussi, comme vous avez vu dans les écarts d'âge, il y avait aussi des patients qui étaient beaucoup plus jeunes, par exemple, qui avaient aussi 50, 60 ans, qui n'avaient pas forcément tous 80 ans. Donc, on pouvait avoir des stades qui étaient moins avancés.
Donc, finalement, en fait, quel que soit le stade, on a un bénéfice. Mais effectivement, plus le stade est avancé, plus le bénéfice est important. Voilà, docteur Trina, nous avons une cliente qui prend Stemmanens qui a la maladie Parkinson. Donc, ça fait 2 mois qu'elle prend le Stemmanens, le Plasmaflo et s'y active. Mais elle est Oui. aussi sous Madopar tous les jours à 125 milligrammes. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Bah là, disons que si elle est déjà, oui, voilà, le Stemedens, donc vous m'avez dit, elle était à combien en gélule, en nombre de gélules? Elle était à 2 au début. Là, on l'a fait prendre un le soir et 2 le matin et prendre Oui, un Plasmaflo à jeun et oui. 2 actives à midi. Alors, le C-Active, c'est bon. Après, si possible, pour le plasma flow, j'aurais augmenté à 2 gélules parce que effectivement, parce que la dose quand même journalière recommandée pour le plasma flow est de 2 gélules le matin à jeun. Et pour le Stemedens, par contre, j'aurais augmenté effectivement de faire 2 matins, 2 gélules le matin, 2 gélules le midi, 2 gélules le soir si possible. Parce qu'en fait, plus on va, enfin, disons que on a plus de mobilisation de cellules souches. Là, je pense que pour vraiment augmenter cette mobilisation de cellules souches, déjà des doses fractionnées permettent d'avoir vraiment, comment dire, une meilleure mobilisation, l'effet est vraiment cumulatif, et d'augmenter un petit peu la dose. Moi, j'aurais fait ça. Parce qu'en général, on va dire que pour les personnes, on va dire population adulte générale, sans grosse pathologie, pour soutenir, on va dire, la mobilisation de cellules souches, on va dire 2 à 4 gélules. Et là, comme on a des pathologies un peu lourdes, neurodégénératives lourdes, on peut augmenter. Et comme on l'a vu, en plus, dans ces pathologies, on a déjà moins de cellules souches en circulation. L'idée, c'est vraiment de pouvoir en mobiliser d'autant plus. Donc, moi, j'aurais augmenté la dose à 6 dans ces pathologies. Malgré elle prend les 125 milligrammes de son médicament. Oui, bien sûr. Et elle les prend, on l'a fait prendre en milieu de journée, c'est-à-dire vers 15 heures. Elle prend ses médicaments afin qu'on Mhm. puisse la faire prendre cérule dans les 3 autres heures. C'est bon. Ok. Oui, Mais, enfin l'idée, oui, ou même, en fait, oui, ça peut être en dehors, en fait, de la prise de médicaments, effectivement, de fractionner, enfin, sur toute la journée, quoi. ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un souhaite de poser des questions au docteur Traînard? Oui, bonjour, Marie-Edmé. Merci, Bienvenue. docteur, pour tout ce que vous nous enseignez, que vous nous donnez comme indication. J'aurais voulu avoir un renseignement en ce qui concerne les fibromes. J'ai une cliente qui a des fibromes et c'est un cas où je pense qu'elle doit se faire opérer, mais elle n'a pas très envie. Donc, quelle solution lui apporter par rapport au complément? Merci de votre réponse et merci pour tout ce que vous faites. Alors, dans le cas de fibrome, on n'a pas spécialement beaucoup de données. Après, donc, enfin, disons que pour moi, j'aurais conseillé quand même, enfin, voilà, qu'elle écoute son médecin et qu'elle se fasse opérer. Après, dans tous les cas, on ne peut pas, enfin, disons que, comme je disais, hein, soutenir les processus de régénération, et donc avec le Stemmenens on n'a pas spécialement de données sur le fibrome là comme ça, mais ça peut quand même de toute façon être positif. Euh, donc disons qu'on peut quand même lui conseiller ça, avec le plasma flow, hein, c'est pas... Donc moi j'aurais quand même, voilà, été transparente sur le fait qu'effectivement dans le cas de fibrome là comme ça, j'ai pas, on n'a pas de données particulières. Mais voilà, mais de lui expliquer le bénéfice de mobiliser les cellules souches, de pouvoir augmenter la capacité de régénération, de renouvellement cellulaire, en plus avec le plasma flow, avec la diminution du stress oxydatif, donc de lui expliquer ça. Après, effectivement, on peut quand même lui conseiller de suivre les conseils de son médecin aussi, hein, évidemment. Merci beaucoup, docteur. Docteur Véronique, c'est toujours en arrivant.
je voudrais vous poser une autre question. Je suis à quelqu'un qui a un début d'Alzheimer et qui, déjà, il est, je crois qu'il a aussi une autre pathologie parce qu'il tremble un peu de la tête. Donc, on lui a donné pour démarrer que Stamannens. Mhm. On lui a proposé de prendre Siactive. Est-ce que on peut aller avec la même dose que vous nous avez préconisé plus tôt? Oui, moi je pense que là, c'est ce que je disais sur effectivement, on pourrait avoir pareil, c'est-à-dire en Oui, plus du C-active, donc les deux gélules, d'avoir les deux gélules de plasma flow et puis on va dire 4 à 6 gélules de Stemmelens, hein, d'avoir vraiment ces quatre, ces trois, d'avoir la combinaison. Parce que là, c'est vrai qu'en cas d'Alzheimer, forcément, on va avoir du stress oxydatif de l'inflammation. Et puis, pour soutenir cette capacité, cette capacité de régénération, donc vraiment cette neurogénèse, hein, d'avoir effectivement une mobilisation de cellules souches accrue, donc 4 à 6 gélules, hein, par fraction de gélules, hein. Je pense qu'on peut lui proposer le programme complet enfin, sur quand même un long terme, hein. oui, c'est ce que je leur ai dit. Au fait, j'avais dit probablement 6 mois, pas avant 6 mois, Oui, qu'ils trouveront des oui, c'est résultats. ça. Puis de refaire un point, Oui. peut-être, voilà, sur les symptômes, sur la fonction cognitive, sur, voilà, avec le médecin. Et effectivement, mais c'est vrai que, voilà, on l'a bien vu dans les études cliniques, hein, il faut quand même 6 mois, un an. Enfin, là, les bénéfices qu'on a vus sont quand même sur du long terme, hein, effectivement. Mais quand même, sur un mois, la personne qui a 58 ans, qui a eu le Parkinson, elle m'a dit qu'elle est mentalement mieux. Et même si elle tremble encore un petit peu des mains et des pieds, mais elle est capable de faire beaucoup de travaux manuels malgré tout. Elle a assez de force pour travailler. Oui, mais déjà, c'est positif. Après, ce qu'elle peut faire, c'est documenter ce témoignage, hein. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir, parce que là, ce que vous me décrivez, c'est que si elle arrive à faire plus d'activités quotidiennes, c'est forcément que il doit quand même y avoir moins de symptômes moteurs. Enfin, Oui, oui. donc, Et même mental, elle m'a dit ouais. qu'elle a bon moral, elle voit les choses différemment et elle a plus la pêche. Ouais, mais et en plus, c'est un symptôme, hein, enfin, sur Parkinson, tous les symptômes autres que moteurs. Donc après, ça serait intéressant justement qu'elle documente son cas parce qu'il y a vraiment des questionnaires, hein, comme on a vu sur la maladie Parkinson. Donc en général, bon, le score UPDRS, c'est plus un score que remplit le médecin, hein, avec les symptômes moteurs, la fonction cognitive. Après, il y a aussi un questionnaire sur la qualité de vie qui est le Parkinson, le PDQ-39, où c'est des questions que enfin, le patient peut remplir sur l'amélioration de la qualité de vie, dont les symptômes, voilà, sur les activités quotidiennes, la fatigue, enfin tout le reste, en fait, des symptômes pas forcément moteurs. Donc, ça peut être intéressant vraiment voilà, qu'elle puisse documenter avec son médecin ces améliorations-là. Un mois, c'est vrai que c'est très court. Donc, elle continue et qu'au fur et à mesure des mois, elle puisse documenter ces améliorations-là, quoi. Très bien, on fera ça. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci, Nariman. Je pense que par ordre d'arrivée, parce que je vois que Sandra a levé sa main, mais de toute façon, nous avons des questions par le chat qui ont arrivé Ah. avant. Alors, je passe à la question de Daniel qui nous dit, j'ai une sciatique, que dois-je prendre? L'asiatique, c'est vraiment, moi j'aurais dit déjà peut-être enfin j'aurais conseillé quand même les trois, mais particulièrement quand même, parce que là il y avait quand même une inflammation assez importante, une douleur aussi qui est vraiment très aiguë, donc j'aurais priorisé quand même Stemelens et C-Actiflex, j'aurais vraiment priorisé ces deux-là. C'est Actifex, donc c'est 2 gélules le matin, 2 gélules le soir. Et puis là, sur une douleur aussi aiguë, aussi Stemmenens quand même, parce que là, il y a vraiment une inflammation qui est très importante. Donc forcément, s'il y a inflammation, il y a moins de réparation. Donc j'aurais combiné Stemmenens et Actiflex.
OK, merci beaucoup. Après, nous avons Céline Lénal qui nous dit bonjour. Si j'ai bien compris, quelqu'un qui commence à avoir des signes de démence sénile suite Oui. à hypertension, manque de sommeil, de solitude, une maladie de Lyme avec mini-épisode d'AVC. Les indications sont les mêmes. Est-ce bien cela? Alors après, il faut, s'il y a des signes de démence, etc. Après, je pense qu'il faut quand même avoir un diagnostic très précis du médecin. Parce que là, ce que vous me dépeignez, c'est plutôt des facteurs de risque. Après, il faut voir si, parce que en fait, dans les maladies, enfin, la démence sénile, c'est pas forcément la démence sénile, disons que c'est pas forcément Alzheimer ou Parkinson. Donc après, il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic très précis. Parce que là, c'est vraiment quelque chose d'un peu différent. Mais dans tous les cas, on va dire que pour soutenir cette fonction cognitive, dans tous les cas, on pourra conseiller Stem-Enhance, Plasmaflow et C-Active. Ça, dans tous les cas. Donc, disons que oui. Mais par contre, il faut vraiment être quand même être sûr du diagnostic. OK, Parce que super. les signes de démence, disons que c'est un symptôme d'Alzheimer, mais voilà, mais il peut y avoir de la démence sans avoir Alzheimer, etc. Donc, OK, merci Véronique. Super. Maintenant, je passe à Sandra, qui c'était la suivante de la liste. Bonjour oui. Sandra. Oui, bonsoir. C'est en fait une hypothèse partant du principe qu'on pourrait avoir une réponse excessive du système immunitaire, sans pour autant être dans des pathologies auto-immunes, puisque c'est pas le cas. Bon, excessive ou bien mal régulée. On va donc provoquer de l'inflammation chronique qui va, bien entendu, pouvoir, enfin, c'est mon idée, contribuer, peut-être initier la dégénérescence. C'est possible, selon toi, Véronique? Je ne sais pas. Après, disons que pour moi, dans les deux cas, Parkinson, Alzheimer, disons que le- l'origine n'est pas vraiment connue. On sait qu'il y a une Oui. accumulation de protéines, donc d'agrégation soit d'alpha-synucléine, soit de protéines tau et de bêta-amyloïdes. Après, on ne sait pas exactement. On sait qu'il y a des facteurs de risque, on sait qu'il y a la neuroinflammation du stress oxydatif, on sait qu'il y a une dysfonction mitochondriale, mais on va dire que c'est pas en fait, c'est vraiment des pathologies qui sont aussi liées au vieillissement, hein, qui sont liées au fait qu'on, qu'on- que cette dégénérescence apparaît, si tu veux, on pourrait pas, on pourrait, je dirais que l'origine est quand même assez, on sait décrire les phénomènes physiopatho, mais on sait pas exactement l'origine. Donc pour moi, c'est, com- c'est, c'est assez compliqué de répondre à la question parce que tu vois, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Voilà, on Mhm. sait Non, juste non, bien sûr. décrire ce qui se passe, quoi. Non, non, bien sûr, c'était juste une hypothèse de me dire que ça pourrait être une des causes, puisque justement, on ne connaît pas au jour d'aujourd'hui tous les facteurs qui peuvent être Oui, intervenus. tous les facteurs. Enfin, disons qu'on décrit après, tu vois, à savoir cette dégénérescence, enfin, cette disparition des neurones dopaminergiques. Voilà, on a du mal aussi à vraiment tout comprendre. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est que c'est la prévalence alors, il y a la vieillissement de la population qui fait qu'il y a plus de ces pathologies-là. Mais par contre, c'est sûr que l'exposition aussi, on l'a vu, hein, pour que l'exposition à des substances et tout ça, comme pesticides ou métaux lourds, etc., ça doit quand même jouer dans, forcément, ce sont des substances aussi pro-inflammatoires. Donc potentiellement, tu peux avoir quand même l'augmentation de la prévalence surtout Mhm. Parkinson, par exemple, pourrait aussi expliquer ça. Mais après, comme je dis, bon voilà, on ne sait pas encore totalement l'expliquer. Merci. OK, merci beaucoup. Passons à la question suivante de la part de Gaël qui nous pose la question. Une autre question, que donner à un enfant de 6 ans atteint de dermatite atopique sévère qui aurait une action immunodulatrice? Euh, alors.
Bon, déjà, disons que normalement, les produits elles sont quand même, enfin, les doses là que je donne sont quand même pour des doses adultes. Donc, disons que normalement, on n'est pas censé donner les. Alors, c'est pas pour une raison de sécurité, mais c'est juste que les doses ont été faites d'une manière que c'est des doses pour adultes. Donc, disons que, en théorie, l'action immunomodulatrice, il y aurait le Stemmenens et il y aurait le C-active. Euh, En plus, la dermatite, il y a une inflammation chronique, donc le C-active serait d'autant plus intéressant. Mais par contre, effectivement, euh, c'est difficile de conseiller chez l'enfant, en fait, parce que les doses sont pas forcément étudiées pour l'enfant. Donc, il faudrait peut-être commencer à, je sais pas, une gélule de Séménène, une gélule de C-active, mais encore, voilà, pour moi, ça reste quand même des compléments alimentaires pour adultes. Mais en théorie, pour la dermatite, oui, il y a une inflammation chronique et forcément, j'aurais mis Stéménène C-active en, en priorité. OK, merci beaucoup. Véronique, une fois encore, passons à la suivante. Ça vient d'Emmanuel Azor de Maurice. Que proposez-vous pour la maladie de Lyme? Maladie de Lyme, je dirais, il y a une inflammation pareil chronique et c'est une pathologie, euh, je dirais, où il y a aussi un défaut de génération. Bah, je dirais Stéménène et C-active, on va dire, en priorité. Pareil, 4 gélules de Stéménène, 2 gélules de C-active en priorité, oui. Super, merci beaucoup. Véronique, la prochaine vient d'Isabelle. Bonjour, doit-on faire des pauses dans la consommation des compléments cérules pour une meilleure efficacité? Alors, en fait, vu qu'on va soutenir, par exemple, avec les cellules souches, on va libérer, on va augmenter le nombre de cellules souches en circulation et donc après, on va augmenter le potentiel de régénération. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que il faut toujours maintenir un équilibre entre perte cellulaire qui est liée, en fait, juste à la durée de vie des cellules naturelles, hein, la perte naturelle de cellules et la régénération, le renouvellement des cellules. Et en fait, du coup, il faut garder cet équilibre-là. Et il faut garder cet équilibre-là, surtout enfin, disons qu'il faut soutenir tous les jours ce renouvellement, tous les jours cette réparation. Donc, en fait, c'est plutôt vu le mécanisme d'action, une consommation qui est à faire au quotidien sur le long terme, en fait. Parce que si on mobilise moins, bah, il y aura moins de capacité de régénération et de renouvellement, et donc forcément, on va plutôt ne plus soutenir cet équilibre entre perte et renouvellement. Donc pour moi c'est plus il n'y a pas besoin de faire une pause. Enfin c'est pas voilà. Donc en plus d'autant plus avec on va dire en prenant après selon en plus différents facteurs environnementaux, le vieillissement etc. Il peut y avoir du associatif, il peut y avoir de l'inflammation. Donc mais en tout cas pour le Stemmenens il n'y a pas besoin de faire une pause. C'est on soutient tous les jours la capacité du corps à mobiliser, à renouveler les cellules. Il peut y avoir plus de réparation bah, selon le besoin, hein. Mais globalement, oui, le but, c'est de soutenir la capacité du corps à se renouveler tous les jours. Après, pareil pour Plasma Flow et C-Active, en fait. Donc, mais en tout cas, oui, vraiment, pour le CMNS, il y a pas besoin de faire une pause. Très bien. OK, une deuxième question de la part d'Emmanuel. Pour la dermatite que vous venez de mentionner, vous proposez aussi l'application d'une crème CC, crème de nuit. Le collagène peut aider en cas d'eczéma. Alors, en cas d'eczéma, les crèmes ou en cas de dermatite, c'est plus des crèmes, enfin, en tout cas, c'est plus des crèmes, des médicaments, enfin, en général. Donc, c'est plus des crèmes, enfin, en tout cas, pour eczéma, dermatite, enfin, eczéma, c'est plus des corticoïdes ou des choses comme ça, en fait. Donc, euh, enfin, là, la crème, enfin, les crèmes, là, la crème CC, c'est plus de la cosmétique. Donc, c'est pas vraiment des crèmes anti-inflammatoires, par exemple. Donc, je dirais que non, ça serait plus, non, il peut y avoir des crèmes, mais c'est vraiment des médicaments pour le coup. Moi, je pense que là, l'avantage pour la dermatite et l'eczéma, s'il y a une inflammation chronique, ce serait plus effectivement d'avoir C-active et le Séménens pour la partie renouvellement, cicatrisation. OK, très bien, merci. Une question de la part de l'oiseau.
Que faire lorsque la peau produit des kéloïdes, en français, je pense que ça se prononce comme ça, en cas de cicatrice, des poils encarnés qui sont faits? Bah là, les produits sont pas vraiment faits pour ce genre de problème, disons. Là, enfin, disons que le CBN, c'est vraiment fait pour la mobilisation, donc la capacité de régénération, Plasmaflow pour la santé vasculaire et la capacité antioxydante. Il est aussi actif pour la partie inflammatoire et c'est Actifex pour la fonction articulaire. Donc là, on n'est pas vraiment pour ce genre de pathologie. Donc là, je dirais plus de voir directement avec un médecin. OK. Passons à la suivante. Nous avons quelqu'un qui nous pose la question. Merci. C'est Isabelle, une fois encore. Pour quelqu'un en faisant d'allergie aux algues marines, peut-il consommer les compléments? Alors, bah, disons que là, je dirais que allergie aux algues, je l'ai rarement vue, mais bon, s'il y a réellement une allergie aux algues, bah là, effectivement, pour CMNN, c'est active, il y a quand même des algues dedans, hein. Après, il faut voir, est-ce que c'est tout que les algues marines ou est-ce que c'est vraiment une allergie aussi aux algues bleu vertes, je ne sais pas. Mais non, là, pour le coup, s'il y a une allergie aux algues, on va prendre le risque. Donc, à part le plasma flow, non. OK. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre Mhm. souhaite de poser des questions au docteur Traînard? C'est fait. Attendez, il y a quelque chose de plus. C'est fait, la dermatologue propose des séances de cryothérapie en cas de... OK, c'est un commentaire. Plutôt, après, nous avons de la part d'Ardisson, en cas d'aggravement des symptômes de la maladie d'Alzheimer, est-il utile de continuer à prendre des compléments alimentaires sérieux? Bah, disons qu'après, comme je disais, il faut vraiment une supplémentation très long terme. Donc après, il faut vraiment voir, effectivement, sur 6 mois, sur un an de supplémentation, vraiment. Après, comme on a dit, on va soutenir le potentiel régénérateur, on va diminuer l'inflammation, les antioxydants. Après, euh, disons que, comme on disait, il faut continuer à les prendre au moins pour soutenir cette capacité de régénération. Après, ça peut prendre du temps, donc il faut être patient là-dessus. Comme on disait, voilà, c'est de documenter au fur et à mesure, effectivement, les potentiels bénéfices. Mais après, comme j'ai dit, il faut peut-être aussi augmenter la dose, hein. Ça dépend à quelle dose aussi on est. Parce qu'on peut quand même, au moins sur la post-MNN, pouvoir augmenter. OK, merci beaucoup. Blandine Eyak nous pose une question. Peut-on donner à une personne qui a des violents vertiges dus aux cristaux qui se déplacent? Merci d'avance. Hum. Alors, je ne sais pas trop pour les cristaux, je ne sais pas trop. Bah, pour les vertiges, je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que là, il faut déjà, je pense qu'il y a un diagnostic sur pourquoi il y a des vertiges comme ça violents, à quoi c'est dû, etc. Parce que sinon, c'est un peu compliqué son diagnostic euh, de proposer quelque chose. Enfin, donc, parce que bon, les compléments sont pas non plus faits pour des vertiges, quoi. Donc, là, le vertige, il faut vraiment un diagnostic sur ces vertiges-là. Disons que nous, on n'a pas de données non plus sur les vertiges. Donc, OK, merci. Passons à la question suivante de la part de Marlène. Bonjour, en cas de lymphome, peut-on prendre le plasma flow? alors après, il n'y a pas de contre-indication particulière hein, à ces compléments alimentaires-là. Quand il y a une pathologie particulière, bon bah, comme on disait, le mieux c'est toujours de demander au médecin, effectivement, mais on ne connaît pas de contre-indication particulière. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'on fait l'inflammation chronique? Mais je pense que Céline, elle répond à quelqu'un. Je... On n'a pas donné, là je vois une question sur l'apnée du sommeil. Ouais. Donc effectivement, non, on n'a pas en tout cas, moi, j'ai pas connaissance d'études sur ou de cas hein, de témoignages sur l'apnée du sommeil. Après, je sais pas si on a des témoignages effectivement parmi les consommateurs hein, sur l'apnée du sommeil.
en général, les personnes, on va dire, nous rapportent qu'il y a une meilleure qualité du sommeil, les gens dorment mieux. Euh, mais effectivement, surtout pour le CMLS, mais par contre, effectivement, sur l'apnée du sommeil spécifiquement, moi, je n'ai pas entendu. Donc après, je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages là-dessus. OK. Très bien. Je pense que les questions sur le chat sont toutes couvertes. Est-ce que quelqu'un souhaite te poser une dernière question au docteur Traînard? Si c'est le cas, débloquez votre micro, s'il vous plaît. Oui, Nouno, je voulais poser la question au docteur Véronique Traînard, donc merci beaucoup. Si les médecins traitants sont conscients du déficit en antioxydants de ces personnes et si effectivement ils sont aussi conscients qu'il y a beaucoup d'inflammation. Alors après, normalement, les médecins, ils connaissent la physiopathologie. Donc, ils savent qu'il y a une neuroinflammation, ils savent euh, qu'il y a du stress oxydatif. Bon, après, c'est sûr que... Donc, normalement, ils sont censés, on va dire, enfin, comprendre l'intérêt. Après, c'est sûr que, euh, contrairement à d'autres pathologies comme le diabète ou sur l'entorse, ou sur, voilà, sur d'autres où on a quand même des données, par exemple, spécifiques du STEM-N dessus, euh, après, on peut leur montrer aussi, voilà, quand même l'intérêt de la mobilisation de cellules souches. Alors, ok, c'est des données préliminaires, mais il y a quand même des données précliniques et cliniques sur cette mobilisation de cellules souches dans la cas de maladies neurodégénératives. Après, oui, ils sont censés connaître la physiopathologie. Donc, normalement, ils sont censés, on va dire, connaître cet aspect stress oxydatif, inflammation. Après, les données sur la mobilisation de cellules souches, je ne sais pas, ils la connaissent pas forcément tous. Ça, c'est sûr. Ok, ouais, merci. Ok. Nous avons aussi un témoignage très intéressant de la part de l'oiseau. J'ai remarqué que depuis que je consomme, j'ai un sommeil de qualité. Le fatigue chronique a disparu en 10 jours. Bon, ça, super intéressant. Le fatigue au réveil du matin, je Mm, précise. mm. Oui, le sommeil, c'est vraiment l'effet court terme qu'on a le plus, oui. Oui, oui. Mais c'est lié aussi à la phényléthylamine hein, qui est contenu dans la faim. Mhm. Donc, je pense que là, clairement, c'est les, on va dire les, euh, j'ai rajeuni, j'aime bien le témoignage. Moi, cela J'ai fait rajeuni. je prends les compléments matin et soir. Ouais, 10 ans, hein. Je veux bien souligner ça. 10 ans, de très long terme, et j'ai rajeuni, entre autres. Super, Françoise, merci. C'est un super témoignage. Hein. 10 ans. Je challenge tout le monde à prendre les compléments pendant 10 ans et expérimenter les bénéfices d'une Mais commande. c'est vrai que oui, c'est vraiment un effet long terme. Hein. Oui, bien sûr. Bah, mais le plus de temps, le plus les résultats. OK, dernière opportunité pour tout le monde. Bon, je vois que en ce que l'enregistrement sera diffusé, bon, l'enregistrement sera sur le back-office de chaque entrepreneur et a priori, il sera mis demain, pendant la journée de demain, s'il ne se passe rien de contraire. Alors, c'est ça. Demain, ça sera sur le back-office de chaque entrepreneur. OK. Dernière opportunité. Des questions? Non. Je viens d'avoir une intervention. Ah, OK. Je voudrais les effets sur mon organisme. OK. Merci beaucoup. Bon, on attendra pour écouter quels sont les effets après cette intervention. Merci beaucoup, Loiseau. OK, il me reste à ce moment-là de remercier le docteur Traînard d'abord. C'était très clair. Merci pour la présentation. Un thème, comme toujours, très relevant. C'est quelque chose qui préoccupe à chaque fois tout le monde dans la société en général, ce genre de maladie qui affecte des millions de personnes. Aussi dire que merci aussi pour toutes les réponses à des questions posées. À vous aussi, un énorme merci pour être là aujourd'hui et pour attendre cet webinaire. On continuera sûrement à faire des sessions du genre qui permettront d'éclaircir à chaque fois plus sur des thèmes importants de santé pour tout le monde.
Aujourd'hui, la seule chose que je voudrais partager avec vous, c'est la prochaine session. Alors, comme d'habitude, on retrouvera les mercredis pour les sessions, pour les webinaires hebdomadaires. Alors, le prochain sera mercredi prochain, bien entendu. Ça veut dire le 18 juin dans les horaires habituels, 12 heures aux Antilles, 13 heures en Guyane, Hexagone, Belgique, Europe, 18 heures, Réunion Maurice, 20 heures. Et on se revoit la semaine prochaine pour une session qui va être ouverte. Alors ça va être basiquement des témoignages, des partages, des questions et des discussions entre tous. Je pense que ça va être très, très intéressant. Ne manquez pas la semaine prochaine, À plus tard. le mercredi Je prochain. peux prendre ça. C'est pas à toi. Merci beaucoup à tout le monde pour votre présence. Merci au docteur Traînard et à très bientôt. Bonne soirée et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. À plus tard, Véronique. Nous aurons le webinaire en anglais. Oui, OK. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.